des, sur les effets spatiaux des processus d'accélération dans les projets de transformation routière, en particulier les cas d'élargissement des routes nationales dans le contexte du Sud-Salento en Italie. Donc, pour commencer, la présentation sera départie en première partie sur la théorie de ma recherche, la deuxième partie sur les cas d'études. Donc, pour commencer, je voudrais expliquer comment commencer l'identification de sujets de recherche qui partent de la notion de mobilité comme un élément capable de transformer le paysage et aussi une attitude qui a évolué dans le temps. Surtout, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'évolution de la mobilité, c'est l'évolution aussi de la vitesse, qui à partir du XVIIIe siècle, il peut y avoir une accélération des transports et qui est aussi liée à l'évolution d'un imaginaire lié à la vitesse comme progrès. Et il s'agit d'un imaginaire qui est aussi une dimension sociale qui est très importante. Donc, c'est partie de l'évolution de la mobilité et peut être définie comme une mobilité qui a tendance à l'accélération. Après plusieurs années, on peut voir qu'il y a aussi une autre tendance qui veut la lenteur comme une valeur. Et il y a aussi la naissance des pratiques de mobilité lente et durable. Donc, dans ma thèse, je veux considérer ces deux tendances et considérer aussi la vitesse comme un facteur influençant la relation entre l'infrastructure et le territoire. Et donc, il s'agit aussi d'un facteur qui va à influencer les transformations du paysage. Et donc, pour définir une question de recherche, donc j'ai considéré la variation de vitesse, donc accélération et décélération des transports, qui conduit à des projets de transformation infrastructurelle et qui a porté à la question sur les effets socio-spatiaux produits par ces transformations. Donc, pour commencer, j'ai fait une analyse systématique de la littérature avec la méthodologie Prisma pour définir un tableau des effets socio-spatiaux des infrastructures au sol sur le territoire. Et le résultat a permis de construire deux différents cadres qui montre les effets socio-spatiaux de l'infrastructure vite et un autre cadre où il y a les infrastructures lentes. Et à la fin de cette analyse, j'ai trouvé des leçons qui a été utile pour la continuation de ma recherche, qu'il y a qu'il n'y a pas de corrélation directe entre l'infrastructure et les effets, et que les effets ont des périodes de vérification différentes et qu'il est nécessaire d'avoir des mesures d'accompagnement pour obtenir un effet. Et aussi, il y a les tendances préexistantes qui sont très importantes à considérer, pour exemple, qu'il faut considérer donc les contextes politiques, sociaux et économiques. Et aussi, une chose qui est résultée de cette analyse, c'est que les effets de la vitesse, le changement de la vitesse ne sont pas très pris en compte dans l'infrastructure routière. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir aussi, c'est que ces deux tendances, la vitesse et la lenteur,
ne sont pas considérés dans le même temps. Donc, si on considère un cas, un territoire, les études considèrent ou les infrastructures vite ou les infrastructures lentes. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais considérer dans mon cas ces deux tendances. Donc, après ces résultats, j'ai défini des objectifs secondaires pour le développement de ma recherche, qui sont d'étudier les effets spatiaux des transformations des infrastructures routières qui impliquent des changements dans la vitesse de déplacement. Puis, je voudrais aussi analyser les relations entre les transformations des infrastructures et les stratégies de développement territorial, et enfin vérifier la possibilité d'un développement complémentaire des infrastructures rapides et lentes. Donc, dans ce moment, je voudrais vous présenter mon cas qui se trouve dans le sud de l'Italie, en particulier dans la région appelée Salento. Et il s'agit de deux routes nationales. La première, c'est la SS6 qui a été, qui a été achevée en 2016. Et la deuxième, c'est la SS275 qui était le début des travaux et sont commencés cette année. Donc, il s'agit de deux routes qui ont été élargies et qui sont en train d'être élargies et donc qui vont créer une situation aussi particulière dans ce contexte. Donc, ici, je vais expliquer un peu le contexte où se trouve le cas. Il s'agit d'une région très particulière de l'Italie parce qu'il s'agit d'une zone qui est marginalisée par les principaux centres de services. En effet, pendant une stratégie qui utilise les fonds européens, cette région a été définie zone marginale parce qu'il y a plusieurs distances de principaux services qui sont les liaisons grande vitesse, et les hospitaliers, l'université. Et aussi, il s'agit aussi d'une zone très rurale, donc qui a été définie avec les plans paysagers régionaux de la Puglia, avec des grosses valeurs paysagiques. Et aussi, on peut voir que les deux cases se trouvent à connecter des pôles principaux de la région, qui sont des pôles de services, des pôles touristiques. Aussi, on peut voir que en partie de la SS275, il y a plusieurs activités commerciales de production qui sont nées pendant l'année. Et donc, une autre chose à considérer, c'est le contexte social de ces cas, parce que ce projet ont eu un développement qui a été très long, parce qu'il y a eu différents conflits avec deux visions de développement territorial. D'une partie, on a un développement économique territorial avec la réduction des distances spatio-temporelles. Et de l'autre partie, on a la population locale qui veut la défense du territoire et du paysage et qui voit la lenteur comme une valeur identitaire. Donc, pour ce qui concerne l'analyse que j'ai fait pour cette case, en étape préliminaire, c'était d'étudier le développement du projet
qui était très longue. Donc, j'étudiais l'évolution de la géométrie qui a été changée plusieurs fois dans les années et les différentes étapes pour la préparation du projet. Et après, non, avant, non, après ces premières étapes, j'ai développé une méthodologie d'analyse qui part les objectifs secondaires de la recherche et qui vont analyser des éléments différents qui sont les dynamiques de l'utilisation du sol, les distances spatio-temporelles et la cartographie des secteurs. Dans ce moment, j'ai développé la partie dédiée à la dynamique de l'utilisation du sol, qui est dans le spécifique, il regarde la transformation du sol, la planification, les stratégies développées et la protection et mise en valeur du paysage. Donc, les résultats, j'ai pu analyser la relation entre le changement dans le développement du projet avec la relation entre le changement dans l'utilisation du sol, les projets, les plans, les stratégies d'aménagement du territoire, et avec ces méthodologies, j'ai pu développer une méthode qui est diachronique et synchronique pour mieux comprendre les liaisons entre les différents niveaux qui font partie du projet. De ces parties, j'ai pu voir de premiers résultats. Et parce que qu'est-ce que j'ai vu, c'est que avant la conception du projet, il y a été des implantations industrielles à côté de la route. Donc, qu'est-ce que je me demandais, quelle est l'influence c'est l'installation de cette implantation industrielle qui ont influencé une déterminée vision territoriale et qui ont porté à ces choix d'élargissement de la route, où il y avait déjà un vision territoriale qui a porté à l'implantation de cette industrielle. Donc, c'était une première question. Et après, on a vu qu'il y a été développée une vision territoriale alternative à ces visions qui a tenté de s'insérer dans les processus et qui voulait développer une route qui avait différentes caractéristiques. Une route, in Italie, ils l'appellent Strada Parco. C'était cette idée de parkways où la route est insérée dans un contexte naturel. Donc, ça développait cet imaginaire alternatif. Et donc, qu'est-ce que je me questionnais si est possible développer cette vision alternative et non là à contrôler les impacts produits par le développement de ces routières. Et donc, après c'est parti, j'ai la deuxième partie de la recherche. Et il s'agit d'étudier le développement des distances spatio-temporales et qu'il s'agit d'analyser l'évolution qui se trouve dans ces cases et dans les zones qui sont traversées par l'infrastructure. Pour ce qui concerne la méthodologie, c'est en partie que je suis en train de développer avec Prof. Alain Lostis, ici à Lille. Et il s'agit d'un partie qu'il l'expliquait après. Et la dernière partie,
il s'agit d'un développement d'une cartographie des acteurs et qui a l'objectif d'analyser les perceptions, les pratiques sociales et des changements dans l'utilisation des terres et qui sera développé avec l'entretien, questionnaire et groupe de discussion. Mais c'est une partie qui sera développée quand je retourne en Italie. Et donc, merci pour l'attention. Merci, Gloria. Oui, je dis très, très vite, je pense. Oui. Non, non, mais c'est pas grave, ça nous laissera plus de temps pour les questions. S'il y en a déjà Oui. ici, n'hésitez pas, vous pouvez vos questions, soit en levant la main, soit directement à travers l'espace d'échange, le chat. Peut-être que moi, je peux commencer par une question le temps Ouais, je t'en prie. les, que les débats se prennent. Moi, j'avais une question notamment sur l'analyse de la planification par les acteurs, justement, à la fois la planification économique et la planification de cette infrastructure de transport. Du coup, comment vous avez intégré en fait cette approche dans l'analyse plutôt plus statistique en fait de l'impact de l'infrastructure sur le territoire? Dans le sens où est-ce que vous avez consulté les plans locaux d'urbanisme, enfin sur quelle source en fait de données vous êtes appuyé pour pouvoir étudier l'impact en fait d'une politique de planification qui est peut-être à l'œuvre depuis 30 ans, donc avant le début des travaux de l'infrastructure dans la région. Je sais pas si je suis très claire. Oui. Oui, oui, merci. Oui, pour étudier les niveaux de planification, je suis allée à regarder la planification de chaque municipalité. C'est- Et surtout, en allant à regarder les plans industriels, parce que qu'est-ce que j'ai noté, c'était un phénomène qui était diffusé surtout sur ces localisations. Donc, chaque municipalité a commencé graduellement à développer des plans industriels pour gagner quelque chose de la présence de la route. Donc, oui, j'ai commencé comme ça et j'ai vu les planifications provinciaux et régionales. Je ne sais pas s'il y a des autres questions. Il y a deux autres questions, semble-t-il. Hmm? Il y a Stéphane, ah bah c'est Stéphanie Vincent. Je t'avais pas reconnu, Stéphanie. Vas-y, je te laisse la parole et puis ensuite Alain. Et peut-être Alain. Bon, ok. Donc, Stéphanie Vincent, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2, membre du LAET. C'est vrai que j'apparais avec mon pseudo de l'université, donc désolée. En fait, c'était pour être sûr d'avoir bien compris, vous travaillez exclusivement sur des infrastructures routières ou Oui. bien, oui, routières. Et du coup, alors, c'est sûr que ça rentre pas dans votre réflexion de thèse, mais moi, je m'interrogeais sur qu'est-ce que ça changerait à la réflexion si, il y avait aussi incluse dans cette réflexion des choses autour des infrastructures ferroviaires, par exemple. Parce que la question de la vitesse, c'est sûr qu'elle se pose de manière à la fois similaire et différenciée entre la route et le train. Et du coup, enfin, peut-être que vous pouvez revenir aussi avec cette question sur qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur les infrastructures routières euh, plus- précisément et pourquoi pourquoi avoir sélectionné celle-ci par rapport à d'autres types d'infrastructures
pas, les aéroports, le train, qui pose aussi des questions de vitesse et de lenteur, en fait. Oui, merci. Oui, j'ai choisi ces typologies, en particulier ces cases-là, parce que il s'agit d'un territoire très particulier, parce qu'il y a une grosse utilisation de la voiture. Donc, je me suis interrogée sur quels sont les effets sur l'élargissement de ces routes et, parce ils n'ont pas fait des interventions pour améliorer les services ferroviaires, mais ils ont travaillé seulement sur l'élargissement de la route. Donc, qu'est-ce que je voudrais montrer, c'est quels sont les effets de ce choix-là. C'est ça les raisons. Donc, pour travailler avec en considérant aussi les systèmes ferroviaires, il peut être un passage un passage futur pour la recherche. Merci. Alain peut-être? Merci. Vous aviez levé la main. Oui, je pense que la question de Stéphanie est très juste parce qu'effectivement, on peut peut-être reprendre ces questions de vitesse notamment, de lenteur, je ne pense pas, mais de vitesse avec le mode ferroviaire. Moi, j'avais une question qui est justement un peu sur le contexte italien, parce que j'ai bien aimé la référence au futurisme, là, avec le futurisme italien des années 1900, c'est 1910, non? C'est quand l'illustration que vous avez reprise, elle est bien ancienne. Et on peut. Ma question, c'est sur le narratif vitesse-lenteur. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, on a l'impression que la vitesse était très valorisée dans ces années-là, dans les années 1910, notamment en Italie, dans les arts, notamment visuels. Euh, c'est peut-être pas sûr que ce soit comment dire, que ce soit aussi, que cette période ait été aussi univoque en faveur de la vitesse. J'ai quand même quelques doutes parce que la vitesse automobile qui tue, ça faisait aussi la une des journaux. Donc, mais ça, ma question, c'est ça, c'est que est-ce que quand même on peut pas, il y a eu en tout cas, on perçoit aujourd'hui qu'il y a eu un discours positif sur la vitesse, au moins à cette époque-là en Italie, et enfin l'Italie, je dis parce que là on est sur un cas italien et vous êtes italienne, mais et puis aujourd'hui, quand on écoute les débats d'idées, en tout cas moi c'est comme ça que je les entends, on entend cheetah slow, donc la lenteur. On entend un discours qui valorise la lenteur en Italie. Et j'ai ma question peut-être un peu plus précise. C'est est-ce qu'on peut identifier dans le paysage italien un discours de promoteur de la vitesse? Et quelle forme il prend? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a les promoteurs de la lenteur, on les entend. Mais est-ce qu'il y a des promoteurs de la vitesse? Et et comment ils s'expriment s'ils existent? Oui, in Italie, il y a été ce mouvement qui était les cités lentes, città slow en Italie, et ils ont tenté de conserver les caractéristiques de les petits villages dans les régions de l'Italie et ces concessions étaient aussi liées à une idée de vie qui était basée sur la tradition, sur, sur la qualité, sur cette chose-là. Et donc, oui, il y a été ce développement des narrations et c'est c'est les mêmes narrations qui a été développée aussi dans le sud de l'Italie. Et c'est plus ou moins similaire. Et, mais dans ces cas, il y a un facteur qui a été fondamental, très
importants qui étaient les plans paysagers régionaux parce qu'il il a fait partie des petits projets qui ont porté il s'agit des projets expérimentaux qui ont permis de développer des petits programmes de participation de la population locale qui ont été développés aussi des liaisons rurales, à travers des découvertes du paysage. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est quelque chose qui est similaire dans le sud. Oui, mais du coup, je me permets, mais du coup, la vitesse, est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est poussée d'un autre côté? Enfin, qui pousse vers la vitesse et comment ça s'exprime en fait en Italie? Et, Peut-être que personne ne le fait de manière explicite, hein. Il n'y a pas de discours sur une volonté de désenclavement, euh, justement de résorption du caractère ultra-périphérique. Voilà. Enfin, c'est ça, c'est un peu ça pour préciser ma question. ah, ok. Et, mm, mais je ne sais pas, j'ai bien compris. Il s'agit qu'est-ce que le programme que je vais expliquer après avec les stratégies nationales pour les zones marginales. Parce qu'il y a dans ces cas-là, il y a été cette stratégie qui utilise les financements européens et pour ces régions de l'Italie qui sont loin des pôles principaux. Et, donc il utilise la distance en termes de minuit et pour identifier la marginalité de ces régions. Je ne sais pas si... je- Ici, mais je pense qu'effectivement, enfin, ce serait bien de mettre vraiment, enfin, je suppose que c'est fait dans la thèse, mais de bien mettre en relief, de bien mettre en valeur justement la promotion de la vitesse au travers de ces outils et de ces instruments. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il n'y en a pas dans le chat. Euh, Personne n'a levé la main non plus. Peut-être que je vais vous laisser la parole, Alain. J'avais juste une question sinon, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Là. J'avais une question sur en fait, sur l'analyse des acteurs économiques qui s'implantent au contact de l'infrastructure. Est-ce que vous avez regardé la provenance en fait de ces acteurs? Est-ce que c'est des acteurs qui sont en fait locaux et qui donc profitent d'une forme d'opportunité liée à l'amélioration d'une infrastructure ou est-ce que ce sont des acteurs internationaux ou nationaux qui viennent potentiellement aussi des pays des Nord, qui pourraient profiter grâce à la réduction du temps permise par l'augmentation de la vitesse, de prix immobiliers moins élevés que ce qu'on peut trouver dans les régions plus coûteuses en termes de foncier, aux alentours de Milan, de Turin, etc., dans lesquels les bassins industriels sont plus développés. En fait, en gros, pour simplifier ma question, c'est est-ce que vous regardez un peu l'échelle de l'effet structurant potentiel qu'il y aurait autour de l'amélioration de la vitesse à travers de la vitesse permise par l'infrastructure autoroutière, enfin routière, autoroutière, parce que il y a aussi une route, elle est nationale, il y en a une, c'est une autoroute, c'est ça? Oui, alors c'est partie des acteurs, je n'ai pas bien
analysé. Mais qu'est-ce que je peux dire maintenant, c'est que les acteurs principaux sont des gens locaux qui ont décidé à faire des investissements dans ce lieu. Et parce qu'il s'agit surtout des lieux qui sont nés plus ou moins 10 ou 20 ans après. Et donc, il s'agit toujours de gens qui sont locaux. Mais qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que l'utilisation de cette infrastructure, c'est aussi pour améliorer l'accessibilité du tourisme qui va sur les côtes de la Puglia. Donc, c'est aussi pour ça. Bien, merci. D'autres questions ou je passe la parole à Alain pour la suite de ce séminaire? Bref, mot de présentation, Alain, évidemment, beaucoup de gens vous connaissent déjà ici. Vous êtes directeur de recherche à l'Université Gustave Eiffel. Vous travaillez en particulier sur les questions de transport et d'aménagement urbain. Vous avez travaillé sur des questions de ville du quart d'heure, sur des questions d'intégration entre des politiques de logement et des solutions de mobilité partagée, euh, etc. Bref, je ne commande pas l'ensemble de votre CV. Je vous laisse la parole pour la suite de ce séminaire. Merci beaucoup. Merci Pierre. Euh, oui. Effectivement, la question de Marion sur l'origine de local ou extra-local du développement territorial, et la réponse qu'a fait Gloria, effectivement, c'est en ligne avec ce qu'on sait, enfin, en tout cas ce que je savais en général dans la littérature. Le développement, il est surtout le fait des acteurs locaux. Très bien. Bah, écoutez, merci aux organisateurs. Merci Marion, merci Pierre, merci Aïta aussi qui n'est pas là, mais on peut la remercier. Donc effectivement, je vais compléter, enfin, je vais expliquer finalement l'image que Gloria a montrée tout à l'heure. Et je vous propose donc de parler de la géométrie, de la géographie. C'est comme ça que j'en parle, que je vais en parler aujourd'hui. C'est un titre ambitieux, mais il s'agit bien de parler de représentation de l'espace-temps géographique de la région de Lecce. Et donc, Pierre m'a présenté, donc j'ai pas besoin de me présenter. Donc, effectivement, je vais essayer je vais repartir de l'énoncé du problème et parler de l'espace-temps géographique et le modèle du ratatinement. Et je vais finir par effectivement la région de Lecce et de voir comment enfin, ce que ces images peuvent nous dire et comment est-ce qu'elles peuvent, j'espère, éclairer le travail de Gloria. Donc, effectivement, quel est le problème? Euh, on a une, on a une communauté géographique qui est absolument unanime pour, j'ai mis vilipender, le terme est un peu, mais le terme, je pense, n'est pas trop fort, pour vilipender la géométrie euclidienne. C'est-à-dire qu'aucun géographe n'ose prétendre euh, que le modèle euclidien, la distance euclidienne, le plan euclidien, est un modèle pertinent pour la géographie d'aujourd'hui. Et, et donc, on a une dénonciation vraiment universelle de ce dogme euclidien. Euh, une fois qu'on a dit cela, euh, tirer les conséquences de cet énoncé, effectivement, de cet énoncé de dénonciation de la géométrie euclidienne n'est pas du tout simple. Enfin, et cette contribution cherche à contribuer dans ce sens-là, justement. Donc, si, si je reprends l'énoncé du problème de manière de manière très générale, euh, pourquoi est-ce qu'on on dénonce la géométrie euclidienne? Parce qu'en fait, il y a un développement des réseaux de transport, la notion de réseau qui est omniprésente. Euh, et le réseau de transport, enfin,
il est quand même le fleuve, le cours d'eau enfin à des époques très anciennes, même pré-antiques, euh, est aussi un réseau de transport. Donc, c'est pas une notion qui peut être, comment dire, c'est pas forcément une notion purement dans la modernité. Alors, par contre, l'augmentation des vitesses, oui. C'est-à-dire que, alors, bon, ok, on a un développement des réseaux de transport. Donc, du coup, l'idée du réseau, on s'éloigne le plan euclidien souffre enfin, en tout cas, le développement des réseaux de transport nous éloigne de cette idée d'un plan. Première idée. La deuxième idée, c'est que les vitesses augmentent, et ça, Gloria l'a dit. Euh, et puis, alors, les vitesses augmentent, ça c'est aussi une observation tout à fait historique. Euh, et ce que l'on voit, enfin, en tout cas, c'est aussi l'idée qu'il y a de plus en plus de différences de vitesse. Et Gloria l'a dit tout à l'heure en opposant vitesse et lenteur. Je trouve que c'est bien formulé. Et là, quand j'ai dit qu'il y a un élargissement du spectre des vitesses, c'est-à-dire que l'avion n'a pas supprimé l'usage de la marche à pied, notamment pour se rendre à son avion. Voilà, c'est-à-dire que la marche à pied, ça reste un mode, ça reste une vitesse que l'on pratique. On pratique des grandes vitesses et on pratique aussi des faibles vitesses. Et c'est là que réside la plus grande complexité de la question de la géographie, des transports. Donc, effectivement, euh, on a du coup un espace géographique qui se complique parce qu'on a ces vitesses qui arrivent dans les territoires, et donc ça complique l'espace. Ça, il faut quand même pas le négliger. Et ben donc, si ça se complique, c'est que la représentation de l'espace va se compliquer. On a du mal à le comprendre également, cet espace, et on a du mal forcément à le lire. Et on peut être amené à s'en remettre par exemple, un navigateur dans sa voiture, un navigateur, une application qui va nous donner, qui va nous indiquer la route, parce que ben, on va avoir du mal peut-être à construire son chemin en lisant une cartographie ou en se référant à d'autres sources d'informations, à son souvenir par exemple. Donc voilà, cet élargissement du spectre des vitesses, il complique l'espace, et en particulier dans le rapport dialectique. Alors, le terme du rapport dialectique est peut-être un peu fort, mais quand même, réseau-surface, parce que le réseau se développe, et et les réseaux, la vitesse a besoin de réseaux et d'infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient ferroviaires ou aériennes. Mais la surface géographique, elle est intangible, elle est toujours là. Et les activités se déploient dans l'espace. Voilà, donc c'est là qu'il y a vraiment cette idée de rapport compliqué, complexe, compliqué, on va dire plutôt que complexe, entre réseau et surface. Et donc voilà, géométrie, géographie, peut-on renouer Parce que effectivement, euh, euh, dans cette littérature géographique de rejet de la distance euclidienne et de la géométrie euclidienne et du plan euclidien, moi j'entends aussi, enfin une sorte comme peut-être une envie de divorce entre géographie et géométrie, et puis bah, j'aimerais bien renouer les morceaux. Donc voilà, je suis allé trop vite. Donc la géométrie, c'est la partie des mathématiques qui a pour objet l'étude de l'espace. Et donc ça ne peut pas laisser indifférent le géographe. Alors là, excusez-moi pour dans l'assemblée, donc on est tous des géographes, je pense, mais l'objet, voilà, destruction de la Terre. Mais il y a quand même un lien, parce que les deux principales questions de la géographie, c'est quand même où se trouvent les lieux et à quelle distance ils se trouvent les uns des autres. Et euh, ce sont quand même deux questions aussi fondamentales de la géométrie. Voilà. Donc, ce- c'est pour ça que mon titre là, attendez, voilà, les outils de Zoom me le cachent, mais la géométrie de la géographie, effectivement, j'aimerais bien pouvoir effectivement redonner de la vigueur à cette
Ah, excusez-moi, vous avez toujours le partage? Parce que j'ai cliqué malencontreusement. Vous êtes toujours... Oui, c'est Ok, bon pour nous. Oui, mais on est pardon. toujours sur la première page, Alain. C'est... Oui, je ne sais pas si elle est Ah oui. censée Ouais. défiler ou pas, mais pour l'instant, on est toujours sur la page de titre. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que j'en suis à la page 3. Ah. Et je parle pour l'instant, donc c'est pas forcément problématique, mais quand il va y avoir des images, ça sera un peu plus compliqué. Et on l'a pas en Donc, plein écran non plus. On voit les diapositives sur la gauche. Je ne sais pas ah, si. d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer mon partage et je partage en fait peut-être. Oui, je vais recommencer mon partage, excusez-moi. Donc, mon ambition peut être trop grande, mais c'est effectivement, voilà, ce que vous avez raté, Voilà. c'était ce que j'ai dit. Là, on est dans l'énoncé du Euh, problème. Impeccable. Merci. Super, merci. Merci Pierre. Alors, voilà. Donc, euh, oui, et pardon, je reviens en arrière, excusez-moi. Donc, à quelle distance les uns des autres? Donc, la géométrie, c'est en mathématiques, c'est essentiellement des distances. Quand on parle d'une géométrie, on parle d'une distance. C'est quasiment interchangeable, euh, des lieux, mais surtout des distances. Et quand on vient dans la géographie, et je citerai Denise qui est parmi nous, je la salue bien, bien gentiment, bien amicalement. Et j'aime beaucoup la formulation que Denise a donnée, effectivement, de la distance comme une quantité socialement significative. J'aime beaucoup cette formulation, parce qu'en fait, la distance de la géographie, c'est toujours une référence à un mouvement entre des lieux. Et cette référence au mouvement, elle entraîne nécessairement une référence au temps, à la durée. Et voilà, la quantité socialement significative, c'est la durée. Et on voit bien on a manié la vitesse. Alors, je mets beaucoup l'accent sur la distance, mais il est, et donc la distance temps. La distance temps renvoie très fortement à la vitesse. Et on a commencé à discuter avec Gloria, parce que la vitesse est aussi une cible facile euh, pour beaucoup notamment de géographes. Mais voilà, on est vraiment sur cette articulation. Mais il y a bien ce lien entre mouvement et géométrie. Et du coup, ce que j'ai proposé, c'est de forger le concept de espace-temps géographique, qui est donc peut-être une certaine formulation de la question de l'espace-temps, qu'on peut retrouver en physique ou en cosmologie. Mais là, dans la géographie, géographie terrestre, la notion d'un espace-temps géographique, c'est bien un espace géographique associé à une échelle de temps. Et bien, espace, géographie, temps, on est bien sur les fondements de la géographie. Et du coup, on est sur quelque chose qui est censé, qui doit être compatible avec la géométrie. Donc, cet espace-temps géographique, on peut le caractériser par des propriétés. Alors là, je reprends un exposé que j'ai déjà fait il y a 2 ans au LVMT, mais je ne pense pas que beaucoup d'entre vous l'aient vu. Je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà vu sur cette partie où je vais exposer le modèle ratatiné. Mais alors voilà, qu'est-ce qu'on a comme propriété de l'espace-temps géographique? 4 propriétés. On a une accélération, d'accord, le rétrécissement du monde, ça c'est la première idée. Elle se complexifie parce qu'il y a une coexistence de plusieurs modes de transport, je l'ai déjà dit précédemment. Et puis, quand on a des réseaux qui arrivent, on a des détours qui vont se créer parce que on va créer des vitesses, des grandes vitesses dans un espace où il y a des vitesses plus faibles. Et pour accéder à ces grandes vitesses, il nous faut des infrastructures. Donc, il faut accéder à l'infrastructure. Et là, ça va générer des détours. Et le détour est vraiment, comment dire, un élément qui m'intéresse grandement pour justement caractériser cette géométrie de la géographie. Et vous avez à droite donc ce schéma de la liaison de A à C, euh, du, du
de la formulation euclidienne d'une ligne droite vers les différentes formes que peut prendre la distance. Dès qu'on est en dessous de la ligne droite ABC, on est sur du non euclidien, on est sur de la géométrie non euclidienne. Et le point B, qui peut être une entrée d'autoroute, un aéroport, alors on va rester sur l'entrée d'autoroute pour rester plus proche de notre cas d'aujourd'hui. L'accès à la voie rapide, ben, on peut peut-être, pour faire un trajet le plus rapide, la distance la plus courte en temps, on peut être amené à rebrousser chemin pour aller chercher l'entrée d'autoroute. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion spatiale. Et on comprend aisément que cette inversion spatiale va nous créer des problèmes pour représenter correctement cet espace-temps géographique. Et c'est le problème principal, d'ailleurs, que pose l'espace-temps, que pose la représentation de l'espace-temps géographique. Alors, représentation, la carte iconique qui est effectivement alors qui est l'auteur, c'est McHale, dans une littérature grise, mais elle a été associée à Dickens dans les séries d'ouvrages Global Shift. Bref, c'est pas Dickens qui est l'auteur de cette image, de cette carte, c'est McHale. Et c'est le rétrécissement du monde, donc avec entre l'époque de la Renaissance et puis les années 60 avec l'arrivée de l'avion à réaction. On a l'idée que le monde rétrécit. Et donc, effectivement, si je prends mes quatre propriétés, bah là, j'ai une représentation d'une accélération, mais je ne rends pas du tout compte du réseau et je ne peux pas rendre compte de l'inversion spatiale à cette échelle-là. Donc ça, c'est la première proposition de référence. On ne change pas on change rien à la cartographie, à l'image du monde. On en change la taille et on associe une vitesse. Donc on est bien quand même sur, tout à l'heure, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, l'espace-temps géographique, un espace géographique associé à une échelle de temps. On a dans la référence, comment dire, initiale de McHale et dans beaucoup de ses reprises, on a à chaque fois effectivement une représentation du monde et puis une vitesse. Donc on a bien cette référence au temps, mais voilà, il y a seulement l'accélération il n'est rendu compte que de l'accélération et pas des autres problèmes que posent ces infrastructures. L'autre proposition, c'est ce que alors je l'ai repris, c'est pas moi qui l'ai désigné comme ça, mais j'aime bien ce terme d'espace plastique. Euh, donc de rendre la carte comme une feuille de caoutchouc et de la déformer suivant effectivement les directions que prennent les différents réseaux. Et, euh, et là, alors, ça rend compte de l'accélération, et surtout, effectivement, si on met côte à côte avant-après, là, on a vraiment enfin, comment dire, c'est une représentation qui est très efficace et très puissante pour rendre compte des contractions, donc de l'accélération. Mais j'ai mis partiellement pour la coexistence des modes, on pourrait mettre pas du tout. On ne rend pas le réseau. Si on rend le réseau, c'est qu'on va le surcharger par-dessus. Euh, Ça peut se faire, ça se fait, mais c'est quand même, voilà, ça va pas rendre compte de l'inversion, pardon, de la coexistence des modes ni des réseaux, et encore moins de l'inversion spatiale. Je pense que, j'espère que, enfin, ça va peut-être je vais l'éclairer tout à l'heure, l'inversion spatiale. Et donc, on arrive à la proposition que on peut attribuer à Philippe Matisse en 1990, qui a dessiné un petit schéma à la main, et puis ensuite, quelques années plus tard, je l'ai mis en œuvre dans le cadre d'une thèse que j'ai réalisée sous son direction. Et puis, plus récemment, on a utilisé avec Maxime Hachette, enfin, là, c'était un travail sur la pédagogie du modèle, parce que c'est compliqué à expliquer. Mais on a introduit plus récemment d'autres modalités, notamment des cônes, vous allez voir. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on va transformer l'espace, garder l'espace, euh, et on va introduire petit à petit une infrastructure de plus en plus rapide. Mais cette infrastructure, ce service, cette vitesse, ne va pas effacer les réseaux plus lents. Et notamment le réseau le plus lent, qui est le réseau, en général, c'est le réseau routier. Une autoroute va raccourcir
les distances temps entre, entre un point d'entrée et un point de sortie, mais n'a pas d'effet immédiat sur ce qui se passe entre deux. Euh, et euh, le modèle du ratatinement, je vais l'expliquer juste après, le modèle du ratatinement, c'est l'idée d'utiliser la troisième dimension pour dessiner sous le plan des villes ou des points que l'on considère une surface qui va se déformer et qui va rendre compte des distances-temps de manière exacte. Et donc voilà, le shriveling, alors j'ai traduit Gloria, j'espère que c'est le bon terme, raggrinzimento avec mon mauvais accent italien, pardon. Sì. Donc, c'est-à-dire, c'est l'idée que bah, c'est le fruit de la passion qui va conserver sa surface intacte, mais dont la surface se déforme. Euh, et là, on va déformer la surface en fonction effectivement de ces liaisons rapides qui vont localement accélérer. Et euh, j'espère que mon curseur est visible dans... Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui. Donc, Oui. l'inversion spatiale, effectivement, si je suis près du S de slow, si je suis dans l'espace ici, et que je veux me rendre, si je suis au S de slow et je veux me rendre au point B, et ben en fait, le chemin le plus court, le plus rapide, le plus court en temps, va consister à revenir vers le point A pour prendre l'infrastructure rapide. Et c'est là c'est ici qu'on va avoir une inversion spatiale. Et donc, on a un retournement local de l'espace qui est très compliqué à rendre, à se figurer, qui est très compliqué à représenter, mais pour lequel la carte ratatinée propose une solution élégante, pour pas dire plus, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on a conservé l'étendue géographique et on rend compte de cette possibilité de l'inversion spatiale. Euh, voilà, je pourrais y revenir. Et donc, je vais finir mon exposé avec ces trois images de la région de Lecce à partir des données que Gloria m'a transmises. Donc, trois images, j'ai trois images, trois vues différentes de cette géométrie de l'espace-temps. Alors peut-être que je vais trop vite. Je ne sais pas si Zoom a rafraîchi assez vite. Euh, c'est pas une animation, hein, c'est vraiment trois vues. Donc là, pour expliquer ce modèle, donc là, on est vraiment d'une vue du dessus. C'est pour ça qu'on a écrit vue à 0 degré. Euh, la surface géographique, c'est en fait l'espace banal de la vitesse routière qu'on va approximer. Gloria a fait des mesures et m'a proposé la vitesse de 60 km/h. Donc on peut se déplacer de tout point à tout autre dans cette région à 60 km/h. Et donc ça, c'est la surface et les cônes que l'on voit. Et puis en rouge, eh ben, c'est le réseau rapide qui est à 90 km/h. Et donc ici, on est capable d'indiquer, alors excusez-moi, surtout sur celle qui est, parce il faut se figurer, il faut se figurer la troisième dimension, mais on est capable de figurer une échelle en temps. Ici, on voit 10 minutes, hein. De Maglier à Otranto, il faut 20 minutes. Donc on peut reporter ici l'échelle. Il faut 20 minutes par la voie express, mais si on devait utiliser la route classique, on mettrait, alors là, ça va être compliqué, mais on mettrait probablement une trentaine de minutes en remontant et en descendant le long des pentes des cônes. Euh, voilà. Donc, ce que je peux dire, alors on a commencé à discuter, alors ces images-là datent de hier en fin de matinée. Donc on a commencé simplement à discuter avec Gloria et voir ce qu'on peut en tirer. Là, ça va être la fin de mon exposé cette fois-ci. Mais c'est vraiment tout frais. Et une des choses qui m'a surpris beaucoup, c'est l'intensité du relief. Euh, c'est la première fois, je pense, qu'on fait des cartes où il y a un différentiel aussi faible entre la vitesse rapide et la vitesse lente, 60-90. Donc on est à 150%. On n'est pas à un doublement du tout, hein. On est à plus 30, plus 50%.
Et je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins tourmenté, en fait, et je suis surpris. J'ai fait des mesures et les pentes des cônes sont bien exactes. Donc on a vraiment une pente alors qui est de l'ordre de, qui est assez proche de 45 degrés. Oui, qui est proche de 45 degrés. Alors c'est peut-être dans les 40 degrés. J'ai pas fait le calcul de la pente. Mais je m'attendais à une pente beaucoup plus douce. Et Qu'est-ce oui, alors c'est l'interprétation géographique qu'on a commencé à discuter avec Gloria. Donc effectivement, il y a l'idée d'une accélération qui est spatialement sélective. Bon, voilà, c'est-à-dire que oui, oui, la région, les distances temps se raccourcissent par l'arrivée de la voie rapide rouge, mais la cartographie va nous rendre compte du fait que ce raccourcissement, il va toucher certaines des villes et il va en ignorer d'autres. Donc ça, c'est le premier, c'est le premier, la première idée. Euh, L'autre idée, bah alors, c'est peut-être la dernière idée, enfin, qui est peut-être la plus marquante, et ça, euh, c'était déjà présent dans le travail de thèse, c'est-à-dire que euh, l'image, elle met en relief, c'est peut-être pas c'est peut-être un peu ironique d'utiliser ce terme-là, elle met en, elle met en évidence les villes non desservies. Et là, j'ai pris Casarano. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple, Casarano, c'est peut-être plus les villes qui sont à l'intérieur des terres ici du sud de Lecce. Et elles sont pas directement affectées par la grande vitesse. Et du coup, elles se retrouvent de plus en plus. Elles étaient dans un espace qui était plat, enfin, elles étaient dans un espace, voilà, avant l'arrivée de cette accélération locale, elles étaient dans un espace, voilà, elles étaient comme tout le monde. Aujourd'hui, elles sont, elles deviennent isolées, relativement cette image d'un pic qui s'élève et un pic duquel, pour atteindre les autres parties du territoire, ben, on n'est pas du tout dans des lignes droites, on doit redescendre et remonter, on doit s'infliger des vitesses lentes, alors que d'autres sont sur le réseau rapide. Et ça, je pense que c'est cette idée qui est la plus forte à rendre compte enfin, en tout cas dans l'interprétation géographique, c'est une idée qui ressort assez facilement. Ensuite, euh, et ça, c'est peut-être ce que l'on va aussi faire avec Gloria, c'est ce que j'ai mis au milieu, c'était pas dans le bon ordre là. Euh, cette cartographie, euh, c'est pas encore publié, mais je travaille actuellement avec des collègues psychologues qui analysent les tâches les tâches de routing, les tâches de cheminement dans l'espace. Et on est en train de tester le modèle Shriveling, le modèle ratatiné. Et nos mesures tendent à montrer que deux choses, c'est que les lecteurs, alors il faut prendre le temps d'expliquer, mais les lecteurs, si je puis dire, lambda, sont capables de lire la carte, de la comprendre et de comprendre quels sont les chemins les plus courts, là où la carte euclidienne, topographique, pardon, je vais pas l'appeler euclidienne, la carte topographique euh, est en échec complet pour rendre compte et notamment, alors on a fait cette démonstration en poussant justement les effets euh, là où ça coince, hein, c'est-à-dire là où les autres cartographies coincent, c'est sur l'inversion spatiale. Et donc, on a fait la démonstration, on est en train de faire plutôt, on est en train de faire la démonstration que cette carte, elle est compréhensible, elle est intelligible par le commun des mortels. Euh, et du coup, euh, elle montre les cheminements optimaux et l'optimisation des cheminements la création des détours. Et c'est peut-être ça avec Gloria, enfin, je pense on va peut-être creuser autour de ça. Excusez-moi. Je reviens un tout petit peu là. Alors,
je connais pas moi la géographie du sud de Lecce, mais le prolongement ici au sud de Maglier, euh, il va desservir effectivement ces différentes localités, mais les espaces qui sont à proximité ici, pas immédiatement desservis, vont se retrouver à être poussés à faire un détour. Et ça, on peut le voir et le lire sur cette cartographie, chose qu'on a beaucoup de mal à faire sur les autres formes cartographiques. Et du coup, on est capable de savoir, enfin, on va pouvoir inférer cette idée de quels sont les espaces qui vont être touchés par cette infrastructure. euh, et, voilà, quels couples origine-destination sont affectés, quels itinéraires peuvent accueillir un nouveau trafic, et puis quels itinéraires vont perdre. Voilà. Et sur ces quelques mots, je propose d'arrêter mon exposé et puis d'ouvrir la discussion et d'accueillir avec plaisir les réactions euh, sur du coup peut-être nos deux exposés, parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant d'essayer de connecter, de tisser des liens entre cette investigation géométrique, cartographique, et l'investigation de Gloria dans le territoire du sud de Létier. Donc merci de votre attention. Merci beaucoup, Alain, pour cet exposé très stimulant. Je passe la parole, il y a Élie Guiton qui a une question. Elle a levé la main. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci à tous les deux. Merci Alain pour la présentation. Euh, c'est très intéressant, mais ça me pose pas mal de questions. Je ne sais pas si vous pouvez me voir, là, j'ai l'impression que ça ne marche pas. C'est pas Alors, trop grave. est-ce que je quitte, Ellie, la présentation ou est-ce que... Non, non, je veux bien que tu la laisses. D'accord, d'accord. Parce que du coup, mes questions, Oui, elles sont j'imagine. aussi sur la représentation de ça. Ouais, donc j'avais des observations, des questions. Moi, je me dis, quand on est sur, des routes un peu classiques où il peut y avoir plusieurs modes de déplacement, ça peut être compliqué à représenter parce qu'il y a plusieurs vitesses. Mais même sur une infrastructure où il n'y a qu'un seul mode de déplacement, donc une autoroute pour les circulations motorisées et sur le rail pour les circulations ferrées, on peut avoir quand même plusieurs vitesses aussi. Oui, Ça reste assez théorique. Sur une autoroute, on peut rouler à la vitesse maximale, mais on peut aussi rouler plus lentement pour des questions de réglementation, suivant le type de véhicule. Ça peut être aussi selon la puissance de son véhicule. Il y a des voitures qui peuvent rouler moins vite que d'autres. Si on va aussi vers des véhicules intermédiaires, etc., on va avoir peut-être plus de véhicules qui vont avec des vitesses différentes qui vont cohabiter. Ça peut être aussi pour des questions d'économie ou d'écologie. Je roule moins vite c'est un choix parce que je veux moins consommer, je veux moins polluer, ou alors j'ai peur de la vitesse, donc je roule moins vite. Donc je me demandais comment on pouvait appréhender ça. Et puis après, il y a la dimension du temps qui est liée en fonction de l'heure du départ et de la congestion. Et on voit quand on prend un calculateur d'itinéraire qui nous fait éviter la congestion, il va pouvoir passer peut-être au milieu des montagnes qu'on voit sur la carte, parce que en fait finalement ça déforme le relief de cette carte-là. Donc enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis c'est aussi effectivement on peut en se plongeant pas très longtemps dedans arriver à comprendre des choses. Mais cette question de la congestion, elle m'interroge quand même. Et puis, voilà, je me disais aussi, quel est le choix qui a été fait là pour choisir les petites montagnes, en fait? C'est une montagne par commune, c'est ça? Parce que finalement, en fait, euh, qu'est-ce qui fait qu'on a pris la commune et pas autre chose pour faire ces montagnes-là? Euh,
voilà. Et puis aussi, une autre question, c'est, en fait, c'est parlant pour représenter effectivement qu'est-ce qui est plus long ou moins long. Mais comme c'est en 3D, il faut être capable de pouvoir faire tourner la carte pour bien se rendre compte que il n'y a pas le nom de toutes les communes, mais la commune qui est au-dessus de Maglier et Maglier, en fait, la distance est elle-même ratatinée vu qu'on regarde en 2D une projection en 3D, alors qu'entre les deux communes, les deux petites montagnes les plus proches, ah, voilà, voilà, c'est très bien de le tourner parce qu'il faut avoir cette capacité-là de le faire tourner pour que ça parle vraiment. Donc voilà, c'était un peu mes questions et mes observations sur, en fonction de l'heure de la journée, de la congestion, on va avoir des temps qui se ratatinent ou qui se dilatent. Après, les différents usages qu'on peut avoir, les choix aussi des personnes. Et puis, voilà, cette question un peu méthodo, pourquoi on prend la commune et pas autre chose parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs échangeurs, par exemple, si on est sur des voies rapides, au sein d'une même commune. Euh, Merci pour toutes ces questions. C'est super de les poser parce que ça me donne encore d'autres idées. Euh, oui, parce qu'en fait, plusieurs vitesses sur une même, sur un même réseau, sur un même tronçon même de réseau, et c'est très juste. Et j'avais immédiatement pensé à la congestion. Je pensais que tu voulais amener vers la congestion, mais en fait, effectivement, euh, enfin, la puissance d'un véhicule, j'avais pas forcément pensé à ça. Euh, oui, c'est tout à fait. Alors, c'est vrai que euh, on a. Enfin, avec Gloria, je pense que c'est ça, Gloria doit me confirmer. Les vitesses 90 et 60 sont issues de mesures, pas aléatoires, mais des séries de mesures par plusieurs, un ou plusieurs calculateurs d'itinéraire en ligne. Donc, est-ce que c'est via Michelin? Est-ce que c'est Google? Oui. Donc, Gloria Hoche, du chef. Oui. C'est ça. Donc, on a pris des mesures qui peuvent sembler représentatives des distances temps, mais c'est vrai qu'on pourrait utiliser d'autres sources euh, et, et on pourrait peut-être, alors je ne sais pas quel sens ça pourrait avoir, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que au- dans cette image-là, on a uniquement deux vitesses, c'est pour que le modèle soit le plus simple possible, et on a la source que j'ai indiquée. Mais rien n'empêche de mettre des vitesses qui peuvent être différentes le long de l'infrastructure. Parce que là, on a des segments de droite. Je prends Magli au Trento en segment de droite. Si on voulait que ce soit un petit peu plus lent, on pourrait les allonger un petit peu comme des courbes ou comme des segments. J'ai déjà fait dans le test. Sur cet itinéraire-là, parce qu'il est un peu plus lent, ou d'ailleurs, soit au-dessus, soit en dessous. Euh, Juste une petite, ça peut sembler bizarre, mais ce qu'on a vu avec les psychologues, enfin, ce que les psychologues me disent et ce que nous disent les résultats, c'est que le cerveau humain est hyper efficace pour mesurer des longueurs de segments. Je ne sais pas où est-ce que l'homme préhistorique, en quoi c'était important pour nos ancêtres, si important, mais peut-être le danger de l'ours des cavernes qui s'approche. Mais en tout cas, le cerveau humain est hyper efficace pour mesurer des longueurs dans le champ visuel, mais à un point qui est époustouflant. Et c'est ça qu'on manipule en fait dans cette cartographie. C'est pour ça qu'elle, enfin, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle fonctionne, c'est que les longueurs visuelles sont. Voilà. Donc, euh, ton observa- oui, ton observation sur la congestion, ça me fait. Donc voilà, on pourrait traiter la congestion. Alors, Maglier, je ne pense pas que ce soit une métropole, c'est pas une métropole majeure, donc il n'y a pas de congestion à cet endroit, mais ou à Lecce, peut-être que c'est un peu plus le cas. Mais on devrait pouvoir exprimer le fait que la vitesse de l'autoroute pourrait se ralentir autour de Lecce, et auquel cas, est-ce qu'on fait un petit renflement, est-ce qu'on fait ou quelque chose qui redescend en dessous, qui vient. On pourrait travailler visuellement, parce que de toute façon,
ce qu'on rend compte ici, c'est des longueurs qui se traduisent par des durées. C'est vraiment que ça. Et j'étais en train de me dire que ça vaudrait le coup de faire. Parce que, et donc, du coup, ici, on est d'accord, enfin, chaque longueur envoie une durée, mais sur les cônes, les seules longueurs qui ont du sens, c'est des longueurs qui partent du sommet du cône et qui vont vers le fond. Et là, effectivement, donc c'est la pente du cône qui est le facteur essentiel. Et peut-être qu'on pourrait imaginer des bicônes, ça m'est venu comme ça là en t'écoutant, Élie, des cônes plus pointus quand on arrive proche du sommet. Donc plus pointu, ça veut dire que l'espace est plus lent. Et puis moins pentu, je le fais bien avec mes mains, moins pentu, plus vers le bas. Et ça pourrait être visuellement intéressant. Et alors le choix des points, je vais laisser Gloria répondre, mais c'est clair que c'est un paramètre visuel essentiel. On voit bien que alors euh, cette carte-là ment. Elle ment puisque entre Maglier et Otranto, il y a quel est le nom de la bourgade intermédiaire, Gloria, je ne me souviens plus. Gloria pourrait nous le dire, mais c'est le cône intermédiaire. En fait, il y a d'autres points d'accès à l'infrastructure. Donc, il faudrait pouvoir mettre des cônes supplémentaires pour rendre Hmm. vraiment compte de la géométrie de cet espace. La difficulté, c'est que on va envoyer un message visuel qui est différent. Et moins il y a de cônes, mieux c'est quand même. Parce que plus il y a de cônes, plus on complique l'image. Donc, il faut arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est vrai que... Et donc, avec Gloria, je pense que ce qu'on va faire, c'est on va, on va essayer différentes densités de points. Et ce que Gloria m'a demandé aussi, et ce qu'on a très peu fait jusqu'à présent, c'est de dessiner, de surcharger le réseau routier, parce qu'il y a le réseau routier euh, au-dessus, enfin oui, et qui suivrait la pente. Et ça va peut-être, ça va certainement, comment dire, bah, ça va changer l'image évidemment, mais ça va peut-être donner aussi d'autres choses. Et comme je vois qu'il y a d'autres mains qui se lèvent, oui, on peut. Alors là, j'ai une animation qui est brève, enfin, mais peut-être que pendant qu'on pose la question, je peux vous le montrer. On vient avec justement mes collègues Simon Lhuillier, pour ne pas le nommer, de l'équipe des psychos qui manipulent Blender, parce que c'est fait avec Blender, ces images-là, qui manipule Blender vraiment merveilleusement. Et il est capable de faire des vidéos qui sont très très fluides et on est en train justement de les tester pour aider à la lecture. Parce que Mhm. on est quand même au 21e siècle. La cartographie, c'est pas que du papier imprimé. Donc l'animation, elle est tout à fait. Enfin, on va essayer on est en train d'explorer ça. Alors, pas forcément pour l'expérimentation, mais en tout cas, euh, de- essayer au maximum de faire comprendre on est face à une structure tridimensionnelle et qu'il faut arriver à lire dans l'espace. Et que c'est en la lisant dans l'espace qu'on la comprend. Euh, voilà, même vue du dessus. Voilà. Donc, en tout Ouais. cas, merci énormément, Ellie, pour Faudrait, tes questions. faudrait faire un GIF. Oui, Merci en tout et cas. on, on a le GIF, le GIF animé. Oui, ça Euh, c'est c'est en cours. Donc, et ça, oui, 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 oui. Ah, bon, pardon. Ah. Je vais essayer de la montrer, avant la fin de l'exposé, avant la fin de l'exposé. Donc, Est-ce qu'on prend la question de Julien Levan? Allez-y, Julien. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, c'est très éclairant et moi je me posais deux questions qui sont un peu égoïstes, on va dire, parce que je travaille beaucoup avec le cadre d'analyse des proximités, proximités géographiques organisées, André Thor, etc. Et c'est pour savoir, est-ce que votre analyse pourrait enrichir la compréhension de la proximité géographique, justement, dans ce cadre d'analyse-là? Et j'avais une deuxième question, encore une fois, bon, c'est par rapport, est-ce qu'on pourrait réutiliser cette représentation dans des modules de R ou dans QGIS ou dans n'importe quel logiciel à l'avenir? Est-ce que c'est un projet de l'intégrer et de le rendre accessible ou pas forcément? oui.
Ok. Je réponds. Euh, et puis après, oui. Bah, merci pour ces deux questions. Effectivement, sur l'analyse de la proximité, oui, oui. C'est-à-dire que, en fait, ce travail, alors en fait, c'est le prolongement de mon travail de thèse et qui date beaucoup. Euh, et ça a beaucoup alimenté mes réflexions sur la distance et notamment mes travaux sur les distances géographiques. Et il y a trois articles qui datent des années 2015, 2007, 2017, à partir de 2017, et, et notamment l'inégalité triangulaire. Alors, je dirais que quand vous avez parlé tout à l'heure de la proximité André-Thor, hein, c'est ça, on est plus sur des références de l'économie spatiale. Et c'est vrai que ce que j'ai pu apporter est plutôt du côté de la géographie et du côté de l'espace-temps. Euh, Cela dit, maintenant que l'on sait que ces images sont compréhensibles, on n'était pas sûr. Moi, je les vois tous les jours, donc je ne sais pas si elles sont compréhensibles ou pas. Aujourd'hui, on sait qu'elles sont compréhensibles et qu'elles sont lisibles et qu'elles permettent de générer des cheminements, ou de donner des chemins les plus rapides. Peut-être que ça peut éclairer d'un autre jour, effectivement, la conception de l'espace de cette littérature très économique. Parce que, alors, faut bien savoir que Philippe Matisse, il énonce cette idée dans un contexte, c'était dans un workshop de la SRDLF à Chamonix en 1990. Donc, il l'énonce, il n'est pas géographe lui-même, et il parle pas aux géographes, il est dans le champ de l'économie, de l'économie spatiale. Mais je dirais que ça n'a pas forcément rencontré le succès et l'adhésion des économistes à l'époque, parce que ça, c'est quand même un peu, ça fait un peu, voilà. Pour des raisons que enfin, je sais, je peux pas comment on peut les analyser facilement, mais comment dire, voilà, c'est une réflexion qui va vraiment sur la géométrie et donc sur la distance, mais évidemment, ça va commencer à toucher, euh, voilà. Notamment mon papier avec des mathématiciens sur la distance contextuelle. Et c'est l'idée que la distance la distance contient la notion d'optimum. Et c'est ça mon idée, qui n'est pas forcément très partagée dans la littérature, mais c'est que quand on énonce l'idée d'une distance, on fait pas la distance, elle est liée au mouvement. Et donc, le mouvement, il cherche à optimiser la ressource essentiellement temporelle. Donc, la distance contient l'idée d'une optimisation. Et du coup, je pense que mon apport, il est de dire qu'effectivement, ce que c'est qu'une distance, et qu'une distance est plus que simplement euh, une mesure entre deux lieux, elle est plus que ça. Mais ça ne va pas forcément révolutionner l'idée que le temps, de toute façon, est la variable, comme l'a dit Denise, socialement significative. Euh, mais effectivement, c'est une relecture. Et par rapport à la pratique, je consacre beaucoup de mon énergie et de mes moyens à j'essaie au maximum de rendre ces outils utilisables, mais Gloria est venue travailler avec moi et on a commencé. Et en fait, je suis, au jour d'aujourd'hui, je suis le seul à pouvoir l'utiliser et le mettre en œuvre. Pourtant, je me bats, mais il y a tellement de manipulations à faire, notamment dans Blender. Mais auparavant, il y a énormément de travail. Je suis pas très enthousiaste à l'idée de travailler dans QGIS parce que ici, il nous faut faire. Je renvoie à un collègue dont j'ai oublié le nom, mais qui a publié des textes récents qui dit il faut arrêter le SIG, le GIS, parce que le GIS nous enferme dans une exactitude qui est du point de vue du point de vue de l'espace-temps, qui est une impasse.
parce que latitude, longitude, ça ne rend pas compte, ça va pas rendre compte, voilà, parce qu'on va rester sur le GIS, il n'est pas très compatible avec le plastique, et encore moins avec le ratatiné. Donc, par contre, la bonne nouvelle, c'est que avec Thomas Lessens, qui est un ingénieur de recherche de l'Université Gustave Eiffel, on est en train de développer un paquet, pas un package, mais une bibliothèque Python. Et l'accessibilité de l'outil devrait être grandement améliorée, parce qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne avec du, je vais y arriver, avec du JavaScript qui est hyper compliqué comme langage. C'est très compliqué et je ne suis pas capable de développer l'outil aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de basculer vers du Python. Euh, L'idée de Thomas Lessens, c'est de faire une bibliothèque Python dans laquelle on pourrait faire le shriveling, le ratatiné et l'espace plastique aussi, en réimportant les algorithmes des espaces plastiques. Donc ça, c'est sur la table. Et oui, parce que je l'ai annoncé, c'est pas sympa de pas montrer ce que j'annonce. Donc juste pour vous montrer la partie, voilà, celle-ci. Je pense que vous voyez mon écran. Oui, oui, c'est bon. Donc c'est juste pour montrer une animation, euh, si elle veut bien s'afficher. C'est quand même pas mal. Ah oui, elle est là. Et c'est peut-être mon ordinateur. Voilà, ça y est, la voilà. Donc ça, c'est le matériau graphique que l'on montre enfin, que l'on prévoit de remontrer. Alors, l'animation, elle va peut-être mettre du temps à s'afficher. C'est un espace théorique qui n'existe pas, mais sur lequel on demande effectivement de dire quel est le chemin le plus court entre deux lieux. Euh, ça y est, voilà, ça y est, ça va. Alors, en tout cas, sur mon ordinateur, ça commence à s'afficher. Je ne sais pas si vous le voyez apparaître. C'est peut-être Ouais, saccadé de votre côté. Enfin, c'est saccadé de mon côté. Donc, nous aussi, c'est saccadé, mais ouais. Donc, Zoom n'est peut-être pas forcément fait pour ce genre d'expérimentation. Mais en tout cas, énormément. Enfin, merci beaucoup pour ces deux questions. Et voilà. Donc, il faut suivre ce qui se passe du côté Shriveling. Normalement, il doit y avoir du nouveau, j'espère, bientôt, pour les rendre plus faciles d'accès, Merci plus beaucoup. accessibles. on a une question de Marion aussi. Oui, merci. J'ai une question un peu, enfin, qui repose sur ma connaissance en fait et ma pratique de ce territoire. Et je me posais la question en fait de si vous envisagez à terme d'intégrer dans ce type d'analyse que je trouve hyper intéressant dans ce type de représentation cartographique la nuance que pourraient apporter les pratiques réelles en fait, de vitesse, avec notamment, en fait, enfin, moi, que personnellement, j'interprète comme, enfin, en lien avec les modes de contrôle des dépassements de vitesse dans cette région-là, en fait, qui sont très faibles ou très annoncés en amont, ce qui crée des variations de vitesse très importantes sur les infrastructures routières, pour nuancer, en fait, cet écart qu'il y a entre la vitesse enfin la vitesse prévue dans les algorithmes de calcul d'itinéraire en lien avec la réglementation de la vitesse des infrastructures, donc autoroutières,
Pardon, je crois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais en gros, donc les autoroutes, il y a une vitesse de prévue, mais potentiellement, peut-être que le décalage n'est pas si élevé entre que tel qu'il est représenté ici, entre la vitesse pratiquée sur les infrastructures permettant une grande vitesse et les infrastructures routières permettant une vitesse moyenne, dans lesquelles en fait les dépassements sont très fréquents. Je sais pas si c'est très clair, mais non. Et ce qui serait en fait qui fait le lien un peu avec la présentation de Gloria, justement sur les imagines. Enfin, bon, c'est pas vraiment les imaginaires, parce que je suis pas sûre que les habitants de la région des Pouilles soient. Enfin, que leur pratique de la vitesse soit liée à un imaginaire hyper positif de la vitesse. Mais en tout cas. Une absence de peut-être de conscience du besoin de respecter la règle en lien avec un manque de contrôle assez important dans la région. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, je trouve que ça, dans cette structure-là, dans cette structure du réseau et les pratiques que j'ai pu observer dans la région, depuis quelques années, je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur la nuance. D'autant plus que sur certains trajets, je me demande si l'accessibilité à l'infrastructure viaire rapide, qui est pas permise à tous les points de cette infrastructure, paraît pas plus compliqué que les dépassements à un instant T d'un système viaire qui permet une vitesse moyenne mais qu'on ne respecte pas pour justement s'éviter l'entrée sur le système rapide. Voilà. Je vous lance ça comme de façon un peu brouillon, pardon, mais c'était en plus le Non, lien. mais je pense que Marion, c'est très juste. Enfin, Gloria aussi, n'hésitez pas à réagir, mais c'est très juste et je pense que juste, enfin, euh, qu'il y ait une petite variation une variation locale sur un tronçon où on va vite avant lentement, puis on reprend la vitesse. Ce qui compte dans l'espace-temps géographique, c'est le temps qu'on met de A à B. Et donc, il faudrait avoir une mesure d'une vitesse moyenne qui intègre ces éléments-là, pour qu'on soit vraiment, et j'aime beaucoup la préoccupation de trouver une vitesse qui rende vraiment compte des pratiques réelles. Je trouve que c'est très juste la façon dont tu l'as formulé, Marion. Euh, mais c'est faisable. Il suffit qu'on fixe. Là, j'ai arrêté l'image là sur cet exemple théorique. Là, c'est 100 et 50. Donc, c'est 100 km/h quand on est. Alors là, c'est un test avec des couleurs différentes, enfin l'absence de couleurs. Mais quand on est dans le plan, dans la ligne droite, c'est du 100 km/h. Et évidemment, j'arrive pas à passer. euh, Si j'arrive à passer à. à- donc là, enfin, je sais pas si vous le voyez, enfin, si vous voyez bien, c'est ça qui m'avait surpris. Là, on est 90-60. Donc, on est censé avoir beaucoup réduit l'écart entre la performance sur le réseau rapide et la performance du réseau lent. Et donc, je prends ta remarque, Marion, en disant, voilà, essayons d'être d'être le plus rigoureux, le plus précis dans ces mesures 60-90. Justement, plus on sera précis, plus on sera fidèle aux pratiques, plus on va s'approcher effectivement d'une géométrie qui rendra compte, qui pourra rendre compte de ce que tu as décrit. Donc voilà, et c'est pour ça, enfin, pour répondre à cette question, c'est pour ça que finalement, enfin, je trouve moi que la différence entre ces deux images, et notamment les pentes des cônes, n'est pas si nette. Voilà, on n'est pas sur c'est vraiment assez voisin finalement, alors que le différentiel des vitesses est bien plus faible, enfin, et significativement plus bas. Mais peut-être qu'il faut le remonter. Enfin, je ne sais pas, Gloria, ce que vous en pensez par rapport à la remarque de Marion en disant est-ce qu'il faudrait encore euh, peut-être réduire la vitesse ou en tout cas chercher une source différente, peut-être issue de pratiques réelles des vitesses pratiquées sur l'infrastructure rapide, voir comment se comportent les automobilistes du sud des Pouilles.
Est-ce que ça vaut... En tout cas, je pense que ça vaut le coup de s'y pencher. Oui, Gloria. Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Bah, Donc, la question de Marion, c'est que si on... Marion, corrige-moi si je me trompe, mais euh, il y a c'est lourd de conséquences de fixer 60, 90, 60. Parce on met, alors là, en l'occurrence, euh, on joue, comment dire, on fixe ce différentiel de vitesse et donc l'intérêt de rejoindre le plus vite possible l'infrastructure rapide. Et donc l'inversion de l'espace, enfin, toutes les conséquences que j'ai pu exposer. Et ça va être fixé par ces vitesses moyennes. Et donc, plus on va prendre de soin à trouver vraiment une vitesse qui soit significative, qui soit vraiment une vitesse, voilà, prenons le plus grand soin dans cette fixation des vitesses. Comme ça, j'interprète la question de Marion, parce que si j'ai pas une vitesse garantie sur l'autoroute, et si l'autoroute est saturée, bah, peut-être que je vais justement l'éviter. C'est ce genre de pratique qu'on aimerait comprendre. Peut-être que des trajectoires GPS pourraient nous aider justement à savoir où se trouvent les inversions spatiales et qu'est-ce qui les motive. euh, Question courte, est-ce qu'on roule effectivement à 90 km/h sur ce réseau ou est-ce que oui, c'est... oui, 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 une fois que j'ai pris les numéros sur le Google Maps, j'ai aussi effectué des visites parce que je connais très bien les lieux. Donc, j'ai aussi demandé les gens qui utilisent ces routes tous les jours. Donc, plus ou moins, oui, j'ai retrouvé que la vitesse est correcte. Donc, Hmm. Ok. mm. Pierre, Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai deux petites remarques. Sur la question justement de ces vitesses, moi je m'interroge si votre réseau en fait est pas trop vaste, si c'est pas possible à travers quelque chose y compris comme Google Maps, de vérifier des vitesses en recalculant des temps de parcours et des distances sur un certain nombre d'itinéraires, en fait en testant sur le réseau secondaire et sur le réseau routier, en recalculant des vitesses euh, que donnerait une application comme Google Maps. Et puis ma seconde question, ce serait sur la possibilité en fait d'intégrer, de rajouter comme information une information sur les coûts de ces différents itinéraires alternatifs, des coûts qui intégreraient, par exemple, des questions de consommation des véhicules qui seraient tendanciellement plus fortes sur les tronçons sur lesquels on circule plus vite. Et puis, à l'inverse, des coûts liés notamment à un prix du temps qu'on pourrait retrancher sur les itinéraires les plus rapides. C'est-à-dire rajouter une information en fait d'un prix économique à ces itinéraires alternatifs qui pourraient être associés à l'information sur vos représentations cartographiques. ah, merci Pierre. Euh, non, alors j'ai pas trop compris. Quand tu dis que le réseau est trop vaste, tu voudrais qu'on essaye de tester sur des portions de cet espace, Mais c'est c'est ça, ça? si vous voulez vérifier vos vitesses selon la force Ah oui, d'accord. le type d'information qu'a pu recueillir Gloria, peut-être que sur un certain nombre des tronçons secondaires, vous pouvez en fait entrer des OD dans une application comme Google Maps et puis recalculer la vitesse moyenne qui vous donne lui sur le tronçon. Mais je pense que c'est ce que Si Gloria a votre fait. réseau n'est pas trop vaste, si c'est pas trop long de faire ça un par un en fait, OD par OD, c'est ce à quoi je pensais. De manière systématique. Oui. Et
puis voir s'il y a un écart entre la méthode qu'a utilisée Gloria et ce que pourrait l'information que pourrait donner un utilitaire comme Google Maps là-dessus. Bah, c'est l'idée d'un distancié, ça. Donc, je sais qu'au moins dans mon laboratoire, il y avait Olivier Bonin qui en a produit un. Donc, effectivement, ça vaudrait le coup de regarder. Et c'est ça, il y a les distances et il y aura les temps. Il y aura les temps de parcours que va donner Google Maps. Et donc, si vous avez distance et temps, vous pouvez recalculer une vitesse moyenne sur l'OD. Ok. Et sur la question sur les coûts, Ouais. euh, c'est vrai que, et le prix du temps, le problème, c'est une question que j'ai régulièrement eue sur le modèle Ratatouille, mais c'est vrai que euh, j'ai jamais donné suite, mais c'est possible. Enfin, comment dire, je ne suis pas là pour interdire quoi que ce soit. C'est pas dans mon pouvoir d'ailleurs, mais je vois, enfin, ça me paraît compliqué parce que l'avantage de rester sur ces durées et ce temps, c'est qu'on le gradue en minutes et on a quelque chose de tangible, d'intelligible. Ce que je comprends euh, d'aller vers les coûts, c'est que l'unité de la carte n'est plus des minutes. Mm. Ou, ou alors, est-ce qu'on arrive à réintroduire dans des fonctions généralisées? Est-ce qu'on altère ça, je dis pourquoi pas. Mais en fait, euh, il faut quand même qu'on arrive à traduire finalement des vitesses et des minutes. Et je sais qu'il y a des travaux actuellement, enfin depuis un certain temps, en économie spatiale sur la vitesse et la vitesse généralisée. Je les ai lus, mais j'ai pas du tout vu comment je pouvais les injecter dans ce modèle. Mm. Si tu as eu cette intuition, je pense qu'on peut en rediscuter. Ouais, ouais, peut-être. Non, c'est à creuser en tout cas. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. Parce qu'effectivement, le temps généralisé, on comprend bien que c'est quand même une idée séduisante pour comprendre. Parce que effectivement, on fait un pas de plus vers les usages, quoi. Exactement. Ouais. Depuis, tendance vers l'usage. Mm. Donc, c'est à réfléchir. Mais pour l'instant, je vois pas bien comment est-ce qu'on peut franchir ce pas. Mm. Je pense qu'on a une autre question d'Elie également. Oui, ouais, sur les questions du coup du réseau A60. En plus, j'ai fait de la voiture dans cette région du Salento il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, il y a des endroits où on a des personnes qui vont rouler très vite sur le réseau A60 et en même temps d'autres où on va passer beaucoup, alterner entre des portions de route de campagne et puis on traverse des villages et puis il faut ralentir. Donc le 60, Hmm. c'est une moyenne et on va avoir des gens qui roulent à 60 dans les villages, d'autres qui... Enfin, il y a, tout ça est très moyennisé, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, je me demandais aussi, pour une autre représentation, ça serait essayer de voir si on pourrait s'amuser à faire la même représentation à différentes heures de la journée pour la question de la congestion. Et on verrait peut-être qu'il y a sur des cartes à certaines heures où en fait la géographie de cette carte-là se déformerait et où il y aurait des moments où finalement le raccourci vaut le coup avec des petites montagnes qui baisseraient ou qui augmenteraient. Et après, j'avais une autre question, c'était est-ce que vous avez fait aussi une réflexion sur ce genre de choses, mais pour du ferré, par exemple? En sachant qu'une infrastructure ferrée, on peut avoir sur la même voie un express et un omnibus. Alors le train dans cette partie des Pouilles, c'est fantastique, hein, c'est vraiment folklore. Mais on a euh, voilà, des, des- des points, enfin, je veux dire, les traits rouges, ils seraient pas les mêmes en fonction euh, de l'heure de la journée, du service qu'on utilise. Et puis, et sur la question des coûts,
faudrait voir aussi s'il y a des péages, s'il y a des péages sur ces routes. Donc, voilà, des petites remarques comme ça. Et ça serait intéressant d'avoir sur les différentes cartes au fur et à mesure de la journée, de pouvoir les comparer les unes à côté des autres et de voir peut-être les montagnes monter, descendre. Ça pourrait être un autre type d'animation. Oui. Et là aussi, alors merci Ellie pour ces remarques. C'est plutôt ces pistes. Euh, En fait, ça pourrait être très décevant, Ouais, l'animation gestion, parce que le problème de ces cartes, c'est que la vitesse, si, bon, c'est difficile d'imaginer que la congestion touche d'un coup l'ensemble du réseau. Elle va être localisée autour des villes principales, la congestion. Et du coup, par construction, s'il existe dans l'espace qu'on considère, ou alors dans ce cas-là, faudrait restreindre la cartographie à uniquement l'espace congestionné. Et on aurait on-off, congestion, pas congestion. Le modèle peut le faire. Mais si dans l'espace qu'on considère, on a toujours la vitesse 90 qui est possible quelque part, la géométrie ne changera pas. La géométrie de l'espace ne changera pas. Pour changer la géométrie de l'espace, il faut altérer la vitesse la plus rapide sur l'espace. Et donc, tout ça pour dire que si on, enfin, le, ce qui donnerait vraiment un effet visuel de transformation, parce que l'échelle va changer, c'est pas simplement, c'est pas, là on s'en rend pas compte là, mais le, si je passe, on va prendre un autre cas, j'introduis une législation comme on a pu la faire en France, pour passer de 90 à 80 sur le réseau express. Et ben, en fait, si je montrais avant-après, la carte se défroisserait, si vous arrivez à suivre le truc. Donc la carte grandirait. L'image, l'espace s'agrandirait. Et là, on aurait un effet vraiment très visible et très, très, très clair. Mais si c'est local, eh ben, ça va juste rallonger un peu un arc. Alors, on va soit l'allonger en lui faisant faire une courbe au-dessus, soit en dessous. Mais ça ne sera pas du tout spectaculaire. Mais effectivement, ce serait vraiment intéressant d'essayer de caractériser l'évolution de la géométrie dans différents contextes. Et je pense que c'est de ce point de vue-là, c'est avec ou sans congestion sur un espace qui sera un espace métropolitain. Alors, je ne sais pas si Gloria, il y a ça dans l'espace. Est-ce que à Lecce, il y a ça? J'en doute un peu, même à Lecce, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de congestion. Mais ce serait peut-être sur d'autres cas où des métropoles. Où, mais encore une fois, le moyen qui serait le plus efficace, ce serait de dire, bon ben, à 15 heures, on a 60 km/h et à 17 heures, on chute à 50. Et là, on aurait un contraste qu'on pourrait construire. Mais effectivement, ce serait vraiment intéressant de voir l'évolution au cours de parce on peut le faire de manière continue. Et on aurait vraiment un relief, une géométrie qui changerait. Des pentes qui changeraient, des montagnes qui s'adouciraient et qui se creuseraient. Ça, ce serait vraiment sympa d'y arriver. Et d'un point de vue informatique, ça va être compliqué, mais c'est une super piste de développement, c'est sûr. Et le Pour le mode ferré, ferroviaire. oui, alors, tu peux dire le, l'idée de Philippe Matisse est venue de l'observation du TGV, Ouais. avec l'idée que, notamment Tours, mais c'est vrai aussi enfin, Tours la situation de Tours-Orléans, mais la situation de Lyon et Dijon vis-à-vis de Paris. C'est-à-dire que vous avez tout d'un coup une infrastructure très rapide qui est venue s'installer entre Paris et Tours. Et entre Paris et Tours, il existe Orléans. Et Orléans n'a pas du tout été affecté par la ligne ferroviaire à grande vitesse. Et c'est pour ça que Philippe Matisse a eu cette intuition, cette idée de représenter l'espace-temps de cette façon, pour rendre compte justement du fait que
les espaces interstitiels, les espaces intermédiaires d'une infrastructure rapide, ce qu'on appelle l'effet tunnel dans la littérature francophone. Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle dans la littérature anglo-saxonne, cet effet tunnel. Je crois qu'il est pas répertorié dans la littérature anglo-saxonne. En tout cas, je ne sais pas sous quelle forme il prend. Mais rendre compte de l'effet tunnel de l'infrastructure rapide. Et ça a été son intuition, et son intuition a été son idée, plus qu'une intuition, son idée a découlé de l'observation du TGV. Donc c'est vraiment le point de départ. Mais c'est vrai que quand on parle du TGV Paris-Lille, on dit que c'est 1 heure. Mais effectivement, c'est 1 heure quand on est sur le quai de la gare et qu'on monte dans le véhicule qui fait son trajet. Mais dès que le véhicule est parti, ça devient 1 heure et demie parce qu'il faut attendre le train suivant. Donc ça c'est des distances temps compliquées, mais on les simplifie. Le moyen le plus efficace, effectivement, c'est de simplifier ces distances temps euh, parce qu'on est sur des échelles où on peut le faire. Ça n'a pas du sens. Mais effectivement, c'était bien le point de départ de ce modèle, c'était le ferroviaire. Oui, et en même temps, la création de la ligne à grande vitesse n'a pas supplanté la ligne classique. C'est-à-dire que Ah, super. elle Pas existe encore. Peut-être que l'offre a été dégradée, puisque du coup, il y a peut-être moins de points qu'avant, etc. Voire même elle est peut-être plus lente parce qu'on ne l'a pas entretenue. Mais on voit aussi le retour des Ouigo trains classiques, etc., avec du coup une offre, et c'est là où le coût revient, c'est que le TGV est tellement cher que en fait, finalement, notre quantité socialement significative, elle n'est pas la même quand on a un petit budget, et donc on accepte de prendre un train qu'on appelle Gorail plutôt que le TGV, voire voire un Flixbus. Euh, donc enfin, le coût là est important, enfin, surtout sur les longues distances comme ça, où il y a de la très grande vitesse. Mais alors, sur le coup, c'est pas ce modèle enfin, c'est un modèle qui rend pas bien compte. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore compris comment est-ce qu'on pouvait le mobiliser sur les coûts. Par contre, sur le déclassement du réseau classique, oui, ça rend vraiment cette idée-là. Euh, Justement, c'est l'idée que on a, excusez-moi, pardon, on a une coexistence des vitesses. Et ça, c'est le seul modèle qui rend compte, qui est le seul modèle géométrique et donc géographique qui rend compte de ça, du fait que le mode rapide n'a pas effacé le mode lent et qui coexiste. Mais effectivement, le mode lent est devenu devient déclassé avec des reliefs qui se creusent. Merci. Ça, c'est tout à fait juste. Enfin, c'est tout à fait, ça rend bien compte de ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne crois pas. Marion, peut-être si tu veux nous parler de la prochaine date du séminaire. En tout cas, merci beaucoup Alain et Gloria pour ces deux présentations très intéressantes, très riches. Euh, et à bientôt pour ma part. Et puis Merci à vous. Merci beaucoup pour ces présentations. La prochaine date de vendredi de la mobilité à noter dans vos agendas sera le 7 mars 2025 avec des présentations de Capucine Dubroc-Voisin et Guillaume Chauvet sur justement les outils que l'on peut utiliser pour analyser les flux. Voilà. Présentation à la fois des outils, des outils opérationnels utilisés dans la filiale de la SNCF AREP et leur confrontation avec des outils qu'on peut utiliser dans la recherche. Mhm. Super. Donc voilà, comme je ne l'ai pas fait en introduction, je vous souhaite aussi une très bonne année 2025, tant qu'il est encore temps. Et puis, je vous propose qu'on se quitte là-dessus, à moins que Pierre ait quelque chose à rajouter. Non, non, rien à rajouter. Merci encore à nos deux présentateurs d'aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci. Bah, merci pour les questions et pour les organisateurs et merci pour toutes les questions très stimulantes. Très, très stimulantes. Merci vraiment. À bientôt. Au revoir à À tous bientôt, au revoir. À et bon début bientôt. d'année. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.